La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Tout compte fait dans un endroit, vous le voyez, un peu particulier. On se trouve ici dans l'un des principaux centres de tri d'Île-de-France pour une émission consacrée aujourd'hui au grand business du recyclage, mais version grand luxe, car désormais, certains parviennent à transformer ces poubelles en produits d'exception. Avec d'abord le phénomène des maisons en carton. Nous irons à Belle-Île-en-Mer et à Amsterdam, où cet habitat d'un nouveau genre pourrait s'imposer comme une alternative écolo aux maisons traditionnelles. Et puis on découvrira comment une créatrice transforme des pots de poisson en sacs à main dernier cri, qui se vendent plus de 500 € pièce. C'est le nouveau business du recyclage. Et pour commencer, notre enquête sur le nouvel habitat écolo promis à un grand avenir. Imaginez si ce bloc de carton pouvait devenir une maison. Eh bien c'est possible, c'est tout le principe de la maison en carton, des bâtiments tout design, tout confort, qui s'installent en seulement quelques heures et qui coûtent moins cher, vous allez le voir, que les bâtiments traditionnels. C'est aussi une réponse à la standardisation imposée depuis toujours par les promoteurs immobiliers. L'inventeur du concept est alsacien et il entend bien conquérir le monde. De Belle-Île-en-Mer à Amsterdam, c'est une enquête signée Agathe Solerensky. Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. Jusqu'ici, les habitants vivaient dans ces demeures en schiste, construites il y a plus de 2 siècles. Mais ce matin, cette famille qui visite l'île à vélo pendant 2 jours va découvrir une maison d'un nouveau genre. Une chambre d'hôte unique en France, gérée par Nicole. Bonjour. Vous allez poser vos vélos ici et puis je vais vous faire visiter. Voilà, votre chambre est là-haut. Vous allez dormir dans une maison en carton. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais cette extension de maison est bien en carton. Voilà, entrez. Les murs, Vous êtes les sols dans la maison en carton. et le toit sont faits de cette matière pas très noble, d'habitude utilisée pour l'emballage ou les déménagements. Alors ici, j'ai fait un hublot pour montrer comme le carton des murs. Voilà. Le carton Là, c'est un témoin, n'a pas vraiment une image de robustesse. Ça vous plaît? Ah oui, c'est... Voilà, donc la salle d'eau. Pourtant, Nicole l'utilise depuis longtemps. Comme ça, je mets 5 heures. Alors, vous allez voir que dans la maison, tout est en carton. J'ai même fait les cintres en carton. Il y a 10 ans, elle a eu un coup de foudre pour la matière, qu'elle a appris à travailler pour faire elle-même des meubles, comme ce fauteuil ou ce buffet. Ces mobiliers-là, je les ai créés en récupérant les chutes de la construction de la maison. Ça, voilà, ça correspond à l'isolation du toit. Mais il y a 3 ans, ce n'est pas elle qui a construit la maison. Donc ça, c'était les panneaux qui ont été préfabriqués, parce que la maison a été préfabriquée comme ça pendant 3 semaines en atelier. Les panneaux en kit ont été apportés sur place en camion, puis assemblés par 3 ouvriers pendant 9 jours. Les murs sont en carton, la structure qui porte la maison est en bois. Tarif pour 90 mètres carrés, seulement 108 000 €, soit 1 200 € du mètre. 3 fois moins cher que le prix moyen de la construction sur l'île. Le carton est finalement couvert de lattes de bois pour une meilleure étanchéité, rapidement mise à l'épreuve à l'époque. La semaine qui a suivi les travaux, on a eu une succession de 26 tempêtes. Voilà, donc la maison, elle a été testée. On n'aura pas de tempête ce soir. Non, il n'y aura pas de tempête. Cette maison en carton a été une grande première dans l'histoire de la construction en France.
Jusqu'ici, nous préférions emboîter de bonnes vieilles briques ou des poutres en bois. Des matériaux durables, solides, résistants aux intempéries. Construire une maison en carton, drôle d'idée sur le papier. Et pourtant, c'est plus économique et surtout plus écologique. Car leur matière première vient en fait de nos poubelles. Plus précisément du bac jaune, celui des emballages usagés. Ce sont eux qui vont servir à fabriquer les maisons en carton. Dans la Somme, cette usine recycle une partie des 500 kilos de déchets produits chaque année par chaque Français. On a des emballages de bouteilles, la litière pour chat, après des chaussures, des boîtes à chaussures. Le carton, si vous le mettez à la poubelle, c'est la fin. Si vous le mettez dans un conteneur de recyclage, c'est pas la fin pour lui. Il mourra jamais, il va renaître de ses cendres. Mais alors, comment ces emballages usagés peuvent-ils ressusciter en maison en carton? Première étape, les balles de déchets passent dans cette immense lessiveuse, le pulpeur. Avec de l'eau chaude et du colorant, le carton usagé revient à l'état liquide. C'est un gros moulin à café, il y a une hélice, en dessous il y a une grille et il y a une pompe qui aspire en continu. Et donc le carton est malaxé, broyé et aspiré en continu. La pâte à papier ainsi produite par le pulpeur est égouttée, pressée, séchée. En seulement 30 minutes, nos emballages usagés sont transformés en bobines de papier recyclé comme celle-ci, qui vont devenir la matière première des futures maisons en carton. Cette idée folle est celle d'un chef d'entreprise alsacien et écolo, Hubert Ley, qui a réalisé une quinzaine de maisons l'année dernière. Il y a pensé un hiver il y a 10 ans, en réparant le toit de sa propre maison avec du carton. Et s'est alors tourné vers cette cartonnerie près de Colmar. Avec une question: pourrais-je vous acheter du carton pour faire des maisons? Ah, Jean-Michel, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ma foi, je viens de voir un peu pour les commandes, pour voir où on en est. Jean-Michel, le directeur commercial, l'a d'abord pris pour un hurluberlu, puis a finalement accepté de lui vendre de petites quantités, pour voir. Il y avait peut-être un grain de folie dans son idée de départ, mais très rapidement, nous nous sommes aperçus que le projet était très crédible. L'année dernière, Hubert a acheté plus de 200 tonnes de carton, fabriqués à partir des bobines de papier recyclé. Cette machine de 100 mètres de long, une onduleuse, les transforme en carton rigide. Grâce à ces petites vagues, en forme de nid d'abeilles, des cannelures. C'est l'ensemble de ces cannelures qui vont effectivement donner à la plaque de carton ses propriétés mécaniques, ses propriétés isolantes. Et plus on va réussir à mettre une épaisseur de cannelure, plus on aura de l'air dans notre carton, plus il sera isolant. Vos cartons de déménagement comptent 2 couches de cannelure. Mais pour une maison solide et bien isolée, l'usine fabrique un carton avec 3 couches de près de 2 cm d'épaisseur. 3 couches de cannelure simplement parce que dans l'évolution du produit, c'est ce qu'on a trouvé de plus intéressant en termes de résistance mécanique et de performance thermique. On avait commencé avec de la double cannelure, mais le fait s'est avéré que la triple, en définitive, nous convenait beaucoup mieux. Ces plaques de carton recyclées, de 3 mètres sur 1,20 m, prennent ensuite la direction de l'entreprise d'Hubert, où une quinzaine d'employés vont les transformer en murs de 20 cm d'épaisseur. Surprise, c'est un jeu d'enfant. Bonjour, vous allez bien? Lionel, ça va bien? Désolé. C'est pas grave. Vous allez bien? Un pistolet à colle et un peu de marche à pied. La technique est artisanale, mais efficace. Je vais essayer de vous montrer sur ce paquet-là qui est
Ça fait une dizaine de minutes, vous voyez, qu'il a été encollé. Et pourtant, je peux vous dire, voilà, c'est impossible de décoller. Vous allez, si vous y arrivez, vous allez arracher les crafts, mais c'est une fixation permanente. Ces panneaux de carton recyclé peuvent ainsi résister à une pression de plusieurs tonnes. Mais cela ne suffit pas pour en faire les murs des futures maisons. Ils doivent être protégés par une enveloppe en plastique recyclé elle aussi. Le plus grand danger du carton, contrairement à ce que croient les gens, c'est pas le feu, c'est pas les souris, c'est pas les insectes, c'est l'eau et en quantité importante. Donc, on a développé une membrane spécifique. Cette membrane va rendre le produit absolument étanche. Vous n'avez plus la possibilité qu'il y ait la moindre goutte d'eau ou la moindre vapeur d'eau qui puisse rentrer dans le panneau. Dernière étape, emboîter le carton dans ces cadres en bois qui permettront d'assembler la maison comme un meuble en kit. Les murs ainsi obtenus contiennent en grande majorité du carton recyclé plutôt que les matériaux de construction habituels, comme le sable, ressource naturelle aujourd'hui surexploitée. Il faut définitivement arrêter de croire que la terre c'est un supermarché, on rentre, on se sert et on ne paye pas à la sortie. C'est facile à dire, on a tous les mêmes schémas en tête, on garde cette planète pour nos enfants, etc. Mais si vraiment on ne fait rien, on la gardera pour personne, quoi. Surtout pas pour nos enfants. Une fois les panneaux prêts, comment construit-on une maison en carton? Près de Nantes, c'est un grand jour pour Alain Marbeuf, qui commence ce matin le chantier de sa future demeure sur 2 étages, tout en carton. Là, tu vois, on passe par la future salle de bain, là. Il y a une salle d'eau. D'accord. En lien avec dehors. Ce promoteur immobilier s'est associé il y a 3 ans à Hubert, le fabricant des panneaux en carton. Sa maison familiale sera donc une vitrine pour leurs futurs clients. Donc le L, il est, c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc on va prendre le L. Thierry, le maître d'œuvre, supervise ce mécano géant. Je sais pas. Le M, c'est celui-ci, là, ce panneau-là. C'est marqué où? Il est marqué ici. Ça correspond à quoi? À ce mur-là. On a 27 panneaux de fabriqués et chaque panneau correspond à un mur. Donc c'est tout repéré sur notre plan. Les fondations ont été coulées quelques jours plus tôt. Les 4 ouvriers peuvent poser le premier panneau, aidés d'une grue. 2 cm. Ouais, ça correspond, ouais. Un travail de précision difficile, avec des pièces qui peuvent peser plus d'une demi-tonne. Alors parfois, ça cogne. Alors on a un petit accroc, donc on voit que ça a pris un coup là, directement un coup de grue dedans, donc on a fait un accroc, on va le repelliculer. On peut vraiment constater qu'à l'intérieur c'est du carton, il n'y a pas de souci. Mais comme on peut le voir, vu le choc qu'il a pris, ça n'a pas traversé tout le mur, quoi. C'est très très costaud. Malgré ces petits accidents, c'est une maison en kit facile et rapide à monter. 1 semaine seulement pour les murs, les fenêtres et le toit. Budget 300 000 € pour 250 mètres carrés de surface habitable. La même chose qu'une maison traditionnelle, à un détail près. Si j'avais voulu faire une maison à béton ou parpaing avec une équivalence de thermie, si on parle thermique, je serais même un petit peu plus cher, mais j'aurais surtout des murs beaucoup plus épais. Donc ce qui fait que j'aurais eu moins d'espace habitable à l'arrivée. En fin de journée, Valérie, la femme d'Alain, vient découvrir la future maison familiale. Donc voilà. Donc là, ils sont dans la future chambre d'égout. Tu vois ? La porte pour la salle d'eau intermédiaire. Là, la chambre où il manque encore le mur. Oui, je vois bien. C'est beaucoup d'émotions. Je suis très impressionnée par le chantier. C'est vrai qu'au début, on se pose la question, on se dit, moi, je pense que comme tout à chacun, mais qu'est-ce que... on se fait la réflexion des 3 petits cochons, effectivement, et puis, en fin de compte, ça devient logique. Parce que quand on y réfléchit, le carton occupe notre vie de tous les jours, dans tout ce qu'on utilise, et c'est vrai que c'était d'une telle évidence qu'on n'y avait jamais pensé. Donc le cheminement se fait, et puis au fur et à mesure que le temps passe, on se dit, mais oui, c'est comme une évidence.
La maison en carton est donc facile à construire et écologique. Mais au bout du compte, est-elle aussi solide qu'une maison traditionnelle? Résisterait-elle à un sinistre grave? Retour en Alsace, dans l'usine d'Hubert, qui a tenu à nous en faire la démonstration. Premier scénario envisagé, l'inondation. Donc si je le retire, on voit que, bon, mis à part l'eau qui est en surface, bon, rien ne coule du panneau, il n'y a rien qui a pénétré à l'intérieur de l'enveloppe. Alors si vous essayez de le presser, il ne se passera rien, je peux la mettre dessus. Le panneau intérieur, le bloc carton est absolument préservé par rapport à ce qui s'est passé là, par rapport à son immersion. Donc là, aucun problème, on peut le mettre dans les deux sens, on peut appuyer, on peut marcher dessus, rien ne va se passer. Donc, Deuxième hypothèse, un départ de feu. Et là, ça se détruit? Ah oui, bien sûr que ça se détruit. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que j'arrête la flamme, il n'y a pas de propagation. Ce qu'on a fait en termes de test feu, c'est extrême. On a pris un chalumeau, on a mis 800 degrés de flamme directement sur le produit, on retire le chalumeau et on voit que le feu s'éteint. Donc dès que la flamme n'est plus là, voilà, il n'y a rien qui se passe. Mais encore une fois, c'est un cas extrême. Les origines des incendies sont d'origine électrique, petite étincelle, etc. Donc voilà, on tient largement la norme. Les maisons en carton sont aujourd'hui dotées d'une garantie décennale et les assurances acceptent désormais de les assurer, sans surprime. Huberley espère en vendre 80 l'année prochaine. Mais aux Pays-Bas, un autre inventeur va beaucoup plus loin dans l'innovation. Cet architecte a conçu la Wickel House, littéralement la maisonnette en papier. Elle fait déjà un carton. C'est la maison que nous avons construite pour nos clients, pour leur montrer à quoi ça peut ressembler. Il y a la cuisine, avec un petit réfrigérateur, que les gens aiment bien d'ailleurs. Là, derrière, nous avons la chambre à coucher. Mais si les gens le souhaitent, ça peut être aussi un bureau. Ici, ce sont les toilettes et la douche. Nos clients peuvent voir qu'il y a une vraie salle de bain. C'est important pour les gens de visiter, car ils vont dépenser beaucoup d'argent et on n'achète pas une maison tous les jours. La Wickel House est constituée de modules d'1,20 m de large et peut donc s'allonger presque indéfiniment quand la famille s'agrandit, par exemple. Cette maquette, c'est exactement la maison dans laquelle nous nous trouvons. Voici l'arrière. Pour fabriquer en série ces modules, l'inventeur a désormais une usine et une équipe d'ingénieurs. Salut Brian. Salut. Ça va? Oui, très bien. Oui, ça va très bien. C'est la première couche? C'est la première couche, c'est le premier tour. Et celle-là, c'est pour Londres? Oui, c'est ça, elle part à Londres. Pour chaque module, cette machine enroule 300 mètres de carton recyclé autour d'une structure en forme de maison. 24 couches au total. Pour plus de solidité, le carton est tendu au maximum et fixé avec de la colle écologique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des maisons en carton, mais peu ont réussi. Pour nous, c'était aussi un challenge. Nous ne sommes pas les premiers à faire une maison en carton, mais nous sommes les premiers à les construire en série. Chaque module est vendu entre 3 et 4 000 € pièce, auquel il faut rajouter le prix des cloisons, de l'électricité, de la plomberie. En quelques mois, l'entreprise a vendu plus d'une dizaine de ces drôles de bâtisses, comme résidence secondaire, studio de musique ou encore comme salle de classe. À chaque fois, la construction est facile et très rapide. Ce matin, une auberge de jeunesse près de Rotterdam. 5 modules
soit 44 mètres carrés pour environ 50 000 € tout compris. Ces tiges en acier permettent de joindre les éléments. Ça se connecte comme ça. C'est simple et c'est à l'intérieur de la structure, donc c'est au sec et en sécurité. Et puis, si dans 3 ans, par exemple, vous voulez déplacer la maison, vous n'avez qu'à dévisser les 10 tiges et hop, 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 la maison se détache. Donc je pense que c'est un système efficace et intelligent. Contrairement aux maisons françaises, les câbles électriques sont intégrés dans la structure. Pour l'étanchéité, la maison est recouverte du tissu de nos vêtements de pluie, du Gore-Tex, puis de bois naturel, par souci esthétique. En 2 jours, cette maisonnette est habitable. Si un jour nous enlevons le Gore-Tex et les tiges, nous pourrons abandonner cette maison à la nature. C'est notre responsabilité de constructeur et même en tant qu'être humain de penser à l'après, parce qu'il y aura une autre vie après nous, après moi. Si j'avais fait cette maison en plastique, elle pourrait aussi tenir 50 ans. Mais après, quoi ? La maison finirait dans la nature ou au fond de l'océan. Alors que si vous laissez cette maison derrière vous, elle va se transformer en champignon, en terre ou en arbre. Faite de déchets et biodégradable, cette maisonnette écologique fait toutefois preuve d'une grande résistance aux intempéries. Sa durée de vie serait d'une centaine d'années. Notre deuxième enquête maintenant, et après les maisons en carton, on s'intéresse désormais à l'upcycling. C'est la nouvelle grande mode issue du recyclage. C'est devenu un business florissant avec ses acteurs, ses filières spécialisées. Il s'agit de transformer des déchets, comme ceux qui sont triés ici, par milliers chaque jour, en un produit de luxe dont les prix, vous allez le voir, peuvent atteindre des sommets. Alors que cache ce luxe de la récup? C'est une enquête signée Paul de Genève. Tout près de la dune du Pilat, à Arcachon, cette poissonnerie est une institution. Messieurs, dames, bonjour le 31, s'il vous plaît. Oui, allez. Chaque jour, ils sont ici 8, dont Sonia, à vider, peler et découper des dizaines de kilos de poissons. Avant, ils jetaient tout à la poubelle, les têtes et les arêtes. Mais depuis 3 ans, étonnamment, ils gardent les peaux. Et cela représente vite une grosse quantité. On en fait énormément. Énormément. Là, on a déjà passé, on a fait au moins 3 kilos de peau pour l'instant. Ah ouais, on en passe beaucoup des poissons. Surtout de la sole. Une drôle d'idée qui a germé dans la tête de Marielle Philippe, 29 ans, fille d'un pêcheur d'Arcachon. Ça va ? Tu vas bien? Et toi? C'est elle qui a demandé à cette poissonnerie de ne plus jeter la moindre peau. Super. Je t'ai mis, il y a du maigre, dorade, ouais, sympa, ouais, sole. C'est un peu de tout, quoi. Ok. Tu vas faire quelque chose de sympa, je pense. Super. Ouais. Mais alors, que peut-elle bien faire de ces déchets qui finiraient normalement dans un incinérateur? Au bord du bassin d'Arcachon, Marielle a racheté cette cabane d'ostréiculteur dans laquelle elle joue aux alchimistes. Cette ancienne juriste y transforme en or ses peaux de poisson qui ne lui ont pas coûté 1 centime. Et cela commence toujours par un travail fastidieux. Alors là, on a, je dirais, du bar. Donc là, en fait, il faut que j'enlève toute la chair. À épaisseur égale, c'est exactement aussi solide que de la vache. Bon, seulement, on n'est pas sur la même épaisseur. Et là, maintenant, on va enlever les écailles. Pour nous, ce n'est qu'une peau qui ne sent pas très bon. Mais elle y voit un cuir véritable, avec lequel elle a eu l'idée de fabriquer des vrais articles de luxe. Elle est ainsi la seule en France à tanner du poisson. Dans cette cuve,
elle arrive à rendre imputrescibles ses pots grâce à une formule qui lui a demandé 3 ans de travail. Marielle n'est donc pas très enthousiaste à l'idée que notre caméra dévoile ses secrets. Durée des différents bains ou dosage des tanins. Voilà, donc ça c'est du tanin, c'est du broyat d'écorce de mimosa. En 1 à 2 semaines, ce produit 100% naturel transforme les peaux de poisson sans valeur en matière première utilisable pour la maroquinerie. Après tannage, ce cuir de saumon ne ressemble encore à rien. Mais après 2 jours de séchage, le résultat est bluffant. Cette sole ressemble par exemple à s'y méprendre à du cuir de lézard ou de serpent. Dernière étape pour Marielle, apporter de la couleur à ce cuir brut. Au final, en fait, ça va donner... Voilà. Ça, c'est du saumon. C'est un rouge plutôt framboise. Après, voilà, on a donc tout ce qui va être bleu, océan. Ce cuir peut maintenant être utilisé pour les collections que Marielle a mises au point avec des maroquiniers dans la France entière. Ces sacs à main se vendront 500 € pièce. Ces pochettes, 200 €. Du luxe avec nos déchets? Il fallait y penser. Dans les quartiers chics, stylistes et créateurs ont décidé de surfer sur la tendance anti-gaspi et font aujourd'hui les poubelles. Des fauteuils faits dans nos chariots de supermarché, 1400 € pièce. Des cartables dans de vieilles bâches de camions, 220 €. Même la plus grande maison française s'y est mise et recycle ses chutes de cuir d'alligator pour fabriquer ce panier à 5600 €. Mais alors, est-ce encore du luxe? Et vous, seriez-vous prêt à payer très cher pour des produits sortis tout droit de nos poubelles? En Bretagne, dans la ville médiévale de Dinan, Anne Chaumont s'est lancée dans l'aventure du recyclage haut de gamme il y a 2 ans maintenant. Donc dans la boutique, vous n'avez quasiment que du recyclage, c'est le concept. Donc il y a des choses très variées. Hein. Là par exemple, tous les animaux et les petites tortues, c'est de la semelle de tongs. 35 € les animaux de décoration. C'est de la récup, mais ce n'est pas donné. Vous reconnaissez le bleu? Oui, le bleu de cette poubelle. Oui. Et bien voilà, ce sont des sacs poubelles fondus. Oui. En fait, elles prennent comme un grand cure-dent. Elles entourent le sac poubelle autour, elles le passent au-dessus de la flamme, elles le tournent et puis avec un petit clou, elles vont séparer en boules, elles continuent à le tourner, puis voilà, ça fait des billes. D'accord. Et ça vous fait des billes super colorées, chatoyantes, et ça c'est du sac poubelle. 25 € ce collier en sac poubelle. Anne vend plusieurs centaines d'articles dans sa boutique. Un inventaire à l'après-vert de trouvailles qu'elle fait venir du monde entier. Du Swaziland, ses bracelets en câble téléphonique. Du Brésil, ses pochettes en languettes de canettes de soda. De Bali, ce miroir en papier recyclé. Du Burkina Faso, ses boîtes en pneus de moto à 35 € pièce. Voilà. Alors celle-là, ça va, mais j'en ai où il était temps que le gars s'arrête de rouler. Vous voyez, là, ça devenait un peu critique. Voilà. Mais aujourd'hui, Anne voit plus loin et s'est tournée vers le haut de gamme qu'elle confectionne elle-même. Moi, je fabrique des étagères sur mesure qui sont faites en bois massif avec des totems de soutien en multimatière et vous pouvez les moduler comme vous voulez. Là, par exemple, une étagère 3 niveaux comme ça, on peut la monter jusqu'à 5 niveaux. Ces pièces uniques, Anne les vend entre 500 et 1000 €. Les lampes, entre 100 et 400 €. Des prix supérieurs aux meubles fabriqués en série, mais Anne est certaine que cette déco faite entièrement de récup va exploser dans les années qui viennent.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sublime la matière, on le rend encore plus beau que sa destination première. Et c'est là que le pari est sympa. Mais alors, comment dégote-t-elle la matière première de son mobilier design? Tous les 2 mois, elle se rend dans cette usine de la banlieue de Rennes. Une PME où 8 ouvriers fabriquent des plans de travail sur mesure pour les cuisines. Bonjour, ça va? T'as de la matière pour moi? Oui, la boîte est prête. Ok, super. Les menuisiers lui mettent de côté les chutes de leur réalisation. Ah, ça c'est ma boîte? Du marbre artificiel, une résine de synthèse haut de gamme très résistante, utilisée dans les cuisines et les salles de bain. Là c'est nickel. Pour Anne, il n'y a plus qu'à se servir. C'est Noël. C'est comme être sous le sapin de Noël. C'est pas une blague, hein? Ce sera la matière première de ses futurs meubles et lampes. Ça, et en plus, c'est gratuit. Ah, bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Vous trouvez votre bonheur? Bah oui, vous voyez, je fais les poubelles, hein. Bah oui, oui. Il y a 2 ans, Xavier Charon, le patron de l'usine, a été contacté par Anne. Vous voyez des petits bouts comme ça, moi ça me sert. Il a tout de suite accepté de lui céder ses chutes. Et pas uniquement par altruisme. Voilà, vous avez ici un plan de travail. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ici, on a toute une partie du plan qui a été débitée. Et cette partie-là, en fait, n'est pas réutilisable. Avant qu'Anne ne les récupère, le patron devait payer pour les confier à un centre de stockage des déchets ultimes. C'est une matière qui a des qualités qui n'est pas dégradable dans le temps et qui restera dans son état très durablement. Cette entreprise, Anne la connaît en fait depuis longtemps. Avant de faire de la récup, elle était cliente et venait se fournir ici, en plan de travail. 8 ans à diriger une grande entreprise de fabrication de cuisine sur mesure, avant de tout lâcher il y a 2 ans, pour se lancer dans la fabrication de meubles recyclés. Un jour, j'ai eu des gros soucis de santé et je me suis dit, mais est-ce que ma vie c'est vraiment ça? Est-ce que le temps qui me reste à vivre c'est vraiment ça? Le fait d'avoir la capacité de poser la question, j'avais déjà la réponse. Cet après-midi, Anne va récupérer des dizaines de planches. Près d'une demi-tonne qui ne lui coûte pas 1 centime. Valeur estimée, pas loin de 2 000 €. Est-ce que tu as une idée du poids? Ma remorque, elle prend 500 kilos. Ça va aller. C'est bon? Seul investissement pour elle, cette remorque qui va lui permettre de tout embarquer, au risque de la surcharge. Oh putain. Moi je pense que c'est un petit peu beaucoup plat quand même, non? Seul le transport est donc à sa charge. Hop là. Direction, le lieu secret où elle va transformer ses chutes en meubles à plusieurs centaines d'euros. Fidèle à sa philosophie de recyclage, Anne a acheté ses 2 containers maritimes à 2 000 € pièce. À l'intérieur, elle y a installé son atelier. Gants aux mains et casque aux oreilles, l'ancienne chef d'entreprise attaque le marbre de récup à la scie électrique. J'étais une petite fille avec 2 grands frères. J'étais très jalouse de mes frères parce qu'eux, ils avaient le droit de jouer avec les machines et pas moi. Et donc, en cachette, je faisais tout ce qu'ils faisaient. Alors, il faut faire attention à ce que ce soit très, très lisse parce que c'est tellement dur à poncer que je récupérais un 1/10 de millimètre en ponçage, on passe un temps fou, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, en 2 secondes, c'est collé. Hein. En quelques années, Anne a acquis un vrai savoir-faire. La marque de l'artisanat haut de gamme. Voilà, qui va être fixé comme ça. Aujourd'hui, elle fabrique 2 tables basses à 250 €, commandées sur mesure par une cliente.
Pieds en marbre artificiel et galets de plage, plateaux en bois massif, uniquement des chutes de cuisinistes, mais surtout une dizaine d'heures de travail pour chaque table. Le luxe n'est donc pas qu'une histoire de matériaux. Retour dans le sud-ouest, à Arcachon. Ce matin, Marielle, la tanneuse, a rendez-vous chez une maroquinière. Elle espère la convaincre de lui acheter son cuir à base de peau de poisson. Je vais utiliser la peau de maigre que tu m'avais vendue il y a un petit moment. Jusqu'ici, Anne travaillait des cuirs classiques, agneau ou veau. Mais depuis quelques mois, elle teste le poisson pour ses créations, plutôt séduite par son aspect luxueux. Bon, sur des truites, j'ai eu des gens qui me demandaient si c'était du serpent. Donc voilà, ça contraste bien, on dirait presque des peaux exotiques parfois, et je trouve que justement ça se mélange très très bien avec les autres cuirs. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'entendre voilà, les clients qui apprécient la matière, qui le comparent aussi à des cuirs exotiques haut de gamme. Et quand je vois des professionnels de la maroquinerie qui finalement l'utilisent de la même manière qu'ils utiliseraient du serpent ou du crocodile, c'est une victoire. Marielle vend chaque peau de poisson entre 16 et 22 € à ses clients maroquiniers. Sur ce sac, du cuir de saumon qu'elle a tanné, Maria du Nubuck. Prix en boutique, environ 400 €. Cette pochette en cuir d'agneau et en maigre, un poisson de l'Atlantique, sera vendue 250 €. Avec son cuir d'un nouveau genre, Marielle espère conquérir de nouveaux clients dans d'autres secteurs du luxe. Bonjour Karine. Bonjour Marielle. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va. Bon, j'amène... voilà la matière. De quoi faire? Super. Magnifique. Karine Coutière vend des chaussures pour bébés dans le monde entier, de la Corée du Sud aux États-Unis, du fait main distribué dans les plus belles boutiques. Il y a quelques mois, Marielle l'a convaincue de se mettre au cuir de poisson. Elle a réalisé plusieurs prototypes et pourrait bientôt passer en production pour ses clientes. Ce qui est génial, c'est que c'est fait ici, quoi. La truite n'est pas en voie d'extinction et au contraire, elle termine sa vie dans l'assiette et sa peau termine sur le pied d'un bébé ou au poignet d'une femme. Voilà, c'est extraordinaire, je trouve. Ces premiers modèles en peau de truite ou de bar seront vendus 90 € la paire sur Internet. La maroquinerie en cuir de poisson est en train de gagner ses galons de produits de luxe et pourrait bientôt conquérir les podiums. 2 fois par an, la Fashion Week parisienne est l'événement à ne pas manquer pour les grandes maisons de prêt-à-porter. Ici aussi, la tendance anti-gaspi a fini par s'imposer grâce à l'une des créatrices les plus en vue de la capitale. Cette ligne, tu vois, de pièces. Très bien. Maroussia Rebec conçoit une partie de sa collection grâce à des vêtements de récup. Je vais du coup voir Laurent, recevoir Laurent. Si vous voulez me suivre. Aujourd'hui, elle prépare déjà l'hiver 2017 et défend une manière responsable de faire de la mode. À l'opposé, du gâchis généré par ce qu'elle appelle la fast fashion. Fast fashion, c'est ce que font les très très grandes enseignes qui produisent en masse au bout du monde pas cher et qui livrent des collections tout le temps pour nourrir un désir presque constant de consommation. Et le slow fashion, en opposition à fast, ce serait d'acheter des pièces, d'acheter moins de pièces, mais des pièces qui ont plus d'âme, qui sont faites... on parle beaucoup du retour au Made in France, donc ils sont faites à la main, avec un travail peut-être plus artisanal, en tout cas travailler avec plus de conscience. Chez Maroussia, tout est créé et fabriqué à Paris. Sa renommée, elle l'a faite sur le recyclage de vieux vêtements.
mais aussi de stocks d'invendus, bons pour la benne, comme ces polo hommes bas de gamme. Avec 3 exemplaires identiques, cette styliste va créer une drôle de tunique pour ses clientes. Et les manches sont en fait les encolures des 2 autres polos. Si jamais vous souhaitiez l'acheter, cette création vous coûtera la modique somme de 200 €. Maroussia Rebec a également imaginé des jupes en écharpe de football ou des pantalons en bâche de chantier. Ça, c'est de la bâche de travailleurs. Des vêtements, aujourd'hui vendus dans les magasins les plus branchés de Paris, Londres, New York ou Tokyo. Ces clients viennent pour des créations uniques et décalées qui n'existent que grâce au recyclage. Ah, mais bien sur la taille, c'est pas mal. Oh ouais, il est cool. Là, je suis bien pour l'hiver. Et du coup, tu vois, c'est les anciennes couvertures qu'on a trouvées à Barbès, qui ont été montées derrière. C'est vraiment cool, ouais, c'est clair. Que serait devenu ce couvre-lit synthétique sans la créatrice? C'est un peu comme si t'étais toujours dans ta couette, quoi. Ouais, non, je suis bien là. Probablement rien. Dans cette boutique, il sera vendu pour 550 €. Le résultat de l'alliance miraculeuse du luxe et de la récup, qui fait le succès de cette créatrice depuis plus de 15 ans. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Tout compte fait qui donne à voir, comme chaque semaine, les coulisses et les rouages de cette société de consommation qui évolue en permanence. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.